Bonjour et bienvenue sur alphorm.com. Nous sommes dans un chapitre, le chapitre systemd, chapitre très important. On va démarrer ce dernier avec le démarrage d'un système de type x86, c'est-à-dire en architecture de type Intel. Donc lorsqu'on démarre, on va voir qu'il y a plusieurs étapes et parmi ces étapes, on va trouver le BIOS, le GOB et ainsi de suite. Donc on va décrire gentiment les différentes étapes pour terminer avec une introduction à systemd avant d'aller plus loin sur voir comment systemd gère les services et ce qu'il est capable de faire. Lorsque j'appuie sur la touche on de mon ordinateur, de ma machine, ou pourquoi pas en Walk Online, la machine va exécuter un premier programme qui s'appelle soit le BIOS, soit l'UEFI. Alors aujourd'hui, on trouve principalement plus que le UEFI, mais on a également sur certaines machines le BIOS. Alors le BIOS, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire système d'entrée-sortie. Basic Input Output System. Donc comme je disais, c'est le premier programme qui est exécuté lorsqu'on met la machine sous tension. Donc ce système, lui, se trouve dans ce qu'on appelle une mémoire morte de la carte mère. Alors qu'est-ce qu'il a comme rôle ? Il va tester la présence des périphériques. Il va également initialiser donc tous les composants de la carte mère. On appelle ça le POST. Power On Self Test. Une fois qu'il a initialisé les périphériques, les composants de la carte mère, qui n'a aucun problème sur la carte, j'entends des problèmes hardware bien sûr, il va initialiser l'amorçage du système d'exploitation via ce qu'on appelle un MBR, c'est-à-dire un Master Boot Record, et il va lancer ce qu'on appelle le chargeur d'amorçage. Alors en gros, le BIOS, il permet les communications entre le système d'exploitation et les périphériques. Il permet de tester la présence des périphériques, les initialiser et de lancer le chargeur d'amorçage. Le BIOS lance son chargeur d'amorçage, c'est assez important, via ce qu'on appelle le MBR. Donc c'est un type de partition, de partitionnement, le Master Boot Record, qui est bien particulier. Si on utilise de l'UEFI, qui est également donc un micro-logiciel, on n'utilisera pas de MBR. Donc l'UEFI, c'est quoi ? C'est un peu le même principe que le BIOS, c'est Unified Extensible Firmware Interface, ou en français, pour faire simple, on dit interface micro-logiciel extensible unifiée. Alors c'est pas beaucoup plus simple, c'est pas tellement parlant. Donc l'UEFI, c'est tout simplement le pendant du BIOS. Il est là pour remplacer le BIOS sur les cartes mères. Donc il a été développé par Intel, il s'appelait l'EFI, c'est pour ça ici j'ai laissé EFI, tout simplement. Il est devenu UEFI, sous un consortium qui est développé donc par AMD, American Megatrans, pour ceux qui connaissent un peu les BIOS, le type Phoenix par exemple, Apple également, Dell, HP, Microsoft, et on trouve cela dans un forum qu'on appelle le forum UEFI. Donc l'UEFI, lui, va offrir plusieurs avantages par rapport au BIOS. Il est écrit en C et non plus en assembleur comme le BIOS. Il a une interface graphique haute résolution. Il prend également en charge tout ce qui est réseau. Il va pouvoir gérer lui-même des multiboots sans devoir passer par un chargeur de démarrage. Il va pouvoir gérer ce qu'on appelle les disques de type GPT. On aura l'occasion de venir de discuter de ces types de partitionnement. L'avantage, c'est qu'ils ne vont pas être limités à, par exemple, 2,2 Tera. Ce qui était le cas avec du MBR. On va également trouver ce qu'on appelle un shell, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler en mode commande. Et il a un peu le même rôle que le BIOS, au sens où il va également initialiser les composants, faire un test hardware sur la machine et lancer ou initialiser le chargeur de démarrage. Alors il a aussi une autre fonction qui s'appelle le Secure Boot. Alors le Secure Boot, ça permet tout simplement de ne pas démarrer un système qui ne serait pas signé, qui ne serait pas vérifié par l'UEFI. Alors il y a beaucoup de problèmes avec ce Secure Boot. Forcément, tout ce qui est logiciel libre, on n'est pas content parce que ça bloque forcément notre machine, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir installer d'autres OS et des systèmes d'exploitation qui ne seraient pas signés. Donc on peut désactiver ce qu'on appelle le Secure Boot, qui nous permet donc de pouvoir initialiser d'autres OS. Donc on trouve, la première fois qu'on démarre notre machine, le BIOS ou l'UEFI. Donc en gros, les fonctionnalités, lorsqu'on ne travaille pas dedans, sont principalement les mêmes. C'est-à-dire qu'il va en gros vérifier le matériel et charger
ou initialiser plutôt un chargeur de démarrage. Alors avant, sur Linux, on avait des chargeurs de type Lilo, par exemple, Linux Loader. Juste pour info, par exemple, sous Windows, Microsoft, vous avez, si je dis pas de bêtises, ça doit être NT-West Loader, quelque chose comme ça, si je me rappelle plus très bien, du coup je devrais même pas vous en parler. Sous Linux, on utilise, nous, depuis bien longtemps maintenant, ce qu'on appelle Grub. Grub en version 2, actuellement. Alors Grub, ça veut dire Grant Unified Boot Loader. Donc c'est donc un chargeur de système d'exploitation multi-boot. Donc il va nous permettre d'amorcer des systèmes Linux, bien sûr, BSD, Windows, mais également Mac, pourquoi pas, c'est-à-dire de type Apple. Alors l'avantage de Grub, c'est qu'il peut gérer aussi bien les partitions de type MBR, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'installer sur les partitionnements de type MBR, et également EFI, ou EFI. Alors un autre outil qu'on peut utiliser, ce qu'on appelle Coreboot. Alors le Coreboot, c'est un BIOS, on va dire un BIOS libre, qui a été développé, parce que comme je disais tout à l'heure, l'UEFI demande des signatures pour démarrer des systèmes. La communauté a développé ce qu'on appelle le Coreboot, qui est le même principe que l'UEFI, que le BIOS, qui est donc un BIOS libre et qui gère également tout ce qui est démarrage sur les disques GPT par exemple. Alors Grub va nous fournir également ce qu'on appelle un environnement de type Shell. Alors à quoi ça va nous servir? Alors Grub, lorsqu'on installe notre OS, il s'installe automatiquement à l'installation du système. Et on n'a rien à faire. Mais on peut avoir besoin, pourquoi pas, de modifier une configuration initiale, ou démarrer le réseau, ou utiliser des disques chiffrés. On peut avoir besoin également de pouvoir réparer, au besoin, notre bootloader. Donc Grub va nous fournir pour ce faire un shell qui va nous permettre de pouvoir lire ce qu'il y a sur les systèmes de fichiers, c'est-à-dire sur les disques, et pouvoir, au besoin, comme je disais, réparer ou aller faire une modification sur le processus de boot. Grub est déjà vu en détail dans la formation LPCI, la formation réalisée par Noël, donc je ne vais pas revenir sur la configuration de Grub. Le fait qu'on utilise de l'EFI aujourd'hui, la configuration se modifie un tout petit peu. Il se trouve, les fichiers ne sont pas tout à fait au même endroit, mais vous pourrez faire facilement la relation, donc, comme je vous disais, avec le chapitre concerné à Grub. Alors une fois que Grub démarre, qu'est-ce qu'il va démarrer? Il va démarrer ce qu'on appelle donc le noyau, comme je vous disais. Alors ce noyau, c'est quoi? C'est tout simplement le système d'exploitation à part entière, c'est-à-dire c'est ça le Linux. C'est pour ça qu'on appelle ça Linux, GNU Linux, GNU/Linux. GNU, ce sont les outils qu'on va trouver par-dessus, et Linux, c'est le noyau, le système d'exploitation à part entière. Alors le noyau, il a énormément évolué, il y a beaucoup de choses dedans. Donc lorsque Grub va charger le noyau en mémoire, il va donc charger ses espaces mémoire, les pilotes et les fonctions. Alors logiquement, une fois qu'il a fait ça, il lance ce qu'on appelle un processus qui s'appelle le processus init. Donc ancien processus, aujourd'hui on va utiliser ce qu'on appelle le système D. Mais juste avant de démarrer soit init, soit système D, il y a un outil qui va être démarré qui s'appelle initRD. Alors pourquoi l'initRD? Parce que le noyau, quand il va se décompresser, il y a certains outils qui ne sont pas disponibles et qui vont empêcher l'initialisation du système complet. Donc pour ce faire, on va utiliser un outil qui s'appelle le initRD qui va charger ce qu'on appelle le init-ramfs. Alors le init-ramfs, c'est tout simplement un chargeur, un système de fichiers, donc file system, en RAM. Donc son rôle, ça va être quoi? De permettre à des outils, à des pilotes, de disposer donc d'un système de fichiers avant de pouvoir passer la main à soit init avant, maintenant système D. Donc pourquoi? Parce qu'on va pouvoir par exemple utiliser des outils comme le chiffrage de disques, des pilotes de RAID, des pilotes LVM, des pilotes Btrfs qu'on aura l'occasion de voir, le Btrfs, mais également des pilotes USB. Donc ce qui n'est pas disponible si on n'avait pas le initRD. Donc le init-ramfs, qui est chargé donc par l'initRD, c'est une archive CPIO. Donc comme je disais, qui contient des fichiers, des outils pour que le noyau puisse extraire donc un système de fichiers virtuels et extraire des données à l'intérieur. Une fois que c'est réalisé, le système de fichiers
monté et disponible, on va commuter sur systemd vers le système de fichiers réel qui se trouve sur les disques. Et là, on va s'intéresser donc au fameux systemd. Donc comme je vous le disais, avant systemd, Ubuntu, Red Hat, Debian 8, CentOS s'appuyaient donc sur un système qui s'appelle le système init. Donc il se charge de démarrer les services, le système d'exploitation, je veux dire tout simplement, surtout les services qui vont être nécessaires donc à l'utilisation de la machine. Donc pour ce faire, il utilisait ce qu'on appelle des script shell à un certain niveau d'exécution. Systemd, ce n'est pas un simple chargeur de démarrage comme init. C'est beaucoup plus que ça. Il se charge de démarrer bien sûr les services réseau, les services de journalisation, tous les services dont on a besoin pour utiliser notre machine. Mais systemd, lui, va différer de init. Il va offrir beaucoup plus de choses que init pouvait nous offrir. On se trouve ici l'architecture en fait de systemd. Donc on voit plein de petites choses, le cœur de systemd ici. On voit ce qu'on appelle les cibles. Je vais venir un tout petit peu en détail sur cet élément-là. Donc dans une présentation un peu plus en détail, je vais dire du chargeur ou déchargement des services. Donc on voit aussi ici des utilitaires comme systemctl, journalctl, analyse, cgtop, ainsi de suite. Donc à quoi sert tout ça ? Par exemple, cgls, cgtop, ça va nous permettre de gérer ce qu'on appelle les ressources. On aura l'occasion de le voir également. Systemd va nous permettre également de monter les systèmes de fichiers. Systemd va nous permettre de sauvegarder et de restaurer également l'état d'un service. Il va nous permettre, systemd, contrairement à init, et ça c'est très intéressant, de pouvoir paralléliser des services. Contrairement à initd qui avait besoin d'attendre, par exemple de patienter pour démarrer un nouveau service, là, systemd va pouvoir paralléliser donc des services interdépendants. Et pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle des sockets. Il n'y a pas non plus de script shell, fini. Ce sont des fichiers de démarrage. On va voir, puisqu'on va mettre en place, nous, un service avec systemd, on va voir que c'est relativement simple. On n'a pas besoin d'apprendre du shell pour pouvoir créer des services au démarrage. C'est beaucoup plus simple. Donc comme je vous disais, il permet de monter, démonter ce qu'on appelle des points de montage, c'est-à-dire des systèmes de fichiers, il permet la sauvegarde, la restauration, il va nous permettre de suivre les processus des services, c'est-à-dire de gérer tout simplement les ressources. Il va nous permettre de paralléliser les services, donc avoir un meilleur temps de démarrage, un temps beaucoup plus court. Et on va pouvoir par exemple avec analyser les temps de démarrage utilisés avec systemd. Donc systemd, c'est pas un simple chargeur de démarrage. Systemd, il fait énormément de choses. Donc nous, on va s'intéresser principalement dans la formation LPCI au chargement des démarrages, mais on va également voir comment on peut monter les systèmes de fichiers et gérer ce qu'on appelle ici, ce qu'on appelle les cgroups, c'est-à-dire la gestion des ressources avec systemd. Systemd utilise également ce qu'on appelle des niveaux d'exécution. On verra que ça s'appelle des cibles un peu plus tard pour pouvoir donc démarrer les différents services. Et on va trouver plusieurs cibles que sont par exemple multi-user, graphical, user session et ainsi de suite. On va trouver après des modes comme le mode shutdown, le mode reboot, le mode qu'on appelait le mode single qui va nous permettre tout simplement de pouvoir réparer nos services au besoin ou réparer notre machine si elle a des problèmes de démarrage. Donc voilà, en gros, ce qu'est systemd. Ce n'est pas un simple chargeur de démarrage, il va beaucoup plus loin. Alors il a forcément ses détracteurs, parce que les gens, sous Linux, ont dit on aime bien faire quelque chose de simple, qui fonctionne très bien, et qui a une seule fonction. Là, systemd a plein de fonctions, comme celui qui va s'occuper de la journalisation, par exemple. Donc il a assez détracteurs, on dit que en fait, systemd devient le nouveau système Linux lui-même. Mais on va voir que c'est vraiment très bon outil, très intéressant à utiliser. Donc voilà ce qu'on a couvert donc dans cette vidéo. L'histoire c'était de comprendre comment on démarre une architecture de type Intel,
de comprendre rapidement ce qu'était le BIOS et maintenant ce qu'on appelle l'UEFI, de savoir ce qu'est un chargeur de démarrage, de comprendre également ce que c'est le fameux init RAMFS. Alors de la même façon, Noël Massé pour la formation LPIC1 a bien introduit ce qu'on appelle le init RAMFS, et je vous conseille donc d'aller faire un petit tour dans tout ce qui est noyau, puisqu'il parle de l'installation d'un nouveau noyau, la mise en place, les patchs des nouveaux noyaux, donc forcément de init RAMFS également. Et on a terminé, et c'est ça qui nous intéressait particulièrement, avec ce qu'on appelle systemd. Donc maintenant on sait ce que c'est systemd, on va pouvoir dans les prochaines vidéos aller plus en détail avec lui et voir comment il gère ses services, comment on va pouvoir gérer les ressources, comment on va pouvoir créer nous-mêmes des services et comment on peut gérer par exemple les montages de systèmes de fichiers. Je vous dis donc à très bientôt sur alform.com.